Salut! Aujourd'hui, vidéo dans un environnement un peu différent. C'est le deuxième enregistrement. Le premier, j'ai fait un enregistrement qui a duré à peu près 30 minutes. C'était dans le tracteur, arrêté, mais la qualité sonore était pas super. J'arrivais pas à récupérer le son. Je me suis dit, ça va pas être agréable pour vous à écouter. Donc, je reprends de zéro. On va voir si j'oublie rien cette fois. L'autre jour, c'était dans le contexte, donc j'avais tout en tête. Voilà. Donc, le but, c'était de parler d'un peu de fertilisation azotée. C'était pas une vidéo que j'avais spécialement prévu de faire, mais c'était plutôt, je me suis dit, à force d'entendre différentes vidéos faites par d'autres personnes, de lire des choses, d'avoir des retours, des échanges avec des collègues aussi, je me suis dit, je vais vous donner, dire ma façon de voir et de faire. Et puis, donc, ce que je vais pas vous dire aujourd'hui, je vais pas parler, vous expliquer quelle forme est la meilleure, comment elle est absorbée, si vous êtes un bon paysan ou pas. Je vais plutôt reprendre différents points et de réflexion par rapport à ce que l'on entend sur les pratiques des gens, sur les conseils qu'ils peuvent donner. Je voulais redonner certains cadres et certaines clés de, pas de compréhension, mais de certains points qu'il ne faut pas oublier quand on dit des choses et quand on les écoute et pour savoir si ces conseils sont valables pour nous ou pas. La première chose, il y a notre système de culture, déjà. Si on est en labour, si on est en TCS, ou si on est on peut dire en ACS, en agriculture de régénérative, en semi-direct, on appelle ça comme on veut, peu importe, mais en système où il n'y a pas eu de travail du sol pour l'implantation de la culture. J'entends des fois des conseils pour la partie ACS, sauf qu'en fait, il y a toujours eu du travail du sol, régulièrement dans la rotation, et donc pour l'implantation de la culture. Donc pour moi, c'est un impact certain sur la gestion des flux de fertilité de l'azote. Je reviendrai pour le colza, où c'est une culture où il peut y avoir des très grosses différences. Autre point à prendre en compte, c'est la localisation géographique. Une partie des conseils qu'on entend ou des retours sont dans des secteurs céréaliers, ce qui est tout à fait logique. Mais faut toujours prendre avec des pincettes et ne pas oublier et garder son bon sens paysan. C'est-à-dire si la personne qui vous parle est dans la partie Nord-France, ça n'est pas du tout les mêmes dates, les mêmes fonctionnements, les mêmes éléments à prendre en compte que quelqu'un qui est dans le centre de la France, un peu comme je peux l'être par exemple, ou quelqu'un qui est dans le sud, dans le Gers, ou ou tout à fait vers Marseille, ainsi de suite. C'est-à-dire que les dates d'apport ne seront pas au même moment, les pics de minéralisation ne seront pas au même moment, les stades des cultures avec les degrés jour seront différents, et donc pour solder l'azote, ou pour le passage dernier, ou pour le premier passage, ça sera rien à voir. Donc quand quelqu'un dans le Nord-France vous dit bah, les gars, vous pressez pas pour le premier rapport, ça a plu, machin et tout, regardez le stade des cultures, c'est pas reparti, ce sera mal valorisé. Si vous êtes dans le Gers, il y a des endroits, par exemple pour le colza, il faut déjà qu'il soit soldé depuis au moins 2 semaines, par exemple. Moi, pour ma part, je l'ai soldé la semaine dernière. Donc il y avait ça. Pour donc la situation géographique, le système. La forme de l'azote, donc je ne vais pas vous expliquer quelle forme est la meilleure ou autre. Il y a des gens bien plus compétents que moi pour vous expliquer pourquoi celle-là est meilleure, puis il y a un autre qui vous expliquera pourquoi l'autre est meilleure. De manière générale, on est tous habitués à travailler avec des formes, on va dire, un peu favorites. Il y a des aficionados de l'ammonitrate. Il y en a qui sont habitués à l'urée depuis un certain temps. Alors souvent, vous verrez, il y a une question de localisation géographique, ça y joue aussi. Puis il y a des gens qui font tout en majeure partie à l'azote liquide. Donc on va dire chaque forme a son avantage et son inconvénient. Si on veut les relister très rapidement, ben, l'ammonitrate est la forme la plus chère, on va dire la plus souple au niveau volatilité. Ça ressort souvent d'ailleurs un peu mieux dans certains essais. C'est parce que dès que l'urée, l'azote liquide n'est pas idéalement placé, on peut avoir des pertes. Chose qui est beaucoup moins le cas en ammonitrate. L'urée, ben, c'est souvent une des formes les moins chères, un peu plus compliqué à placer, mais dès qu'on est dans des secteurs où il fait un peu chaud, avec de l'humidité, si on est bon sur le placement, ça pose pas de gros soucis non plus. Après, il y a l'azote liquide, ben, on va dire entre les deux mondes.
Il y a les différentes formes dedans. Le placement est, on va dire, un peu compliqué, un peu comme de l'urée. On essaie toujours de le placer avant de l'eau, par exemple, avant une période humide, ou sur un sol vraiment frais. On peut le passer sous l'eau, c'est ce que j'ai fait la semaine, c'est ce que je fais. Mes derniers apports sont souvent tombés des jours où il mouille assez, ou sous la pluie, avec un peu de vent haute, ça pose pas de souci, ça se passe très bien. Donc voilà, et on n'a pas d'emballage, on n'a pas de big bag à traîner aussi. Puis il y a une répartition qu'on n'a pas super répandeur en grains avec une rampe à l'azote liquide. Ben, ça commence exactement, on débute, ça s'arrête, on termine. Il n'y a pas de, ça envoie rien sur la route, ainsi de suite. Donc chaque forme a ses avantages et inconvénients, et chaque personne est à travailler, et on a tous nos raisons de travailler avec les formes qu'on a. Actuellement, ben, des fois ça peut être une localisation, il y a des endroits de France où l'azote liquide arrive plus cher, d'autres moins cher. Il y en a qui ont du stockage, pas de stockage, il y en a qui ont des bons répondeurs à engrais, d'autres des mauvais, une bonne cuve, une mauvaise cuve. Donc il y a plein de paramètres. Donc chacun fait ce qu'il veut, et on n'est pas là pour juger, pour dire toi tu fais bien, toi tu fais pas bien. Voilà, donc là on a parlé de la forme rapidement, la situation géographique et le système culturel. Euh, Après, j'ai envie de dire, on peut rajouter un quatrième point, c'est les conditions de l'année. Et là, cette année, j'ai envie de dire, eh ben, c'est un point à sacrément prendre en compte par rapport à l'habitude. J'ai sûrement dû en parler les années précédentes. Si on prend l'exemple de la culture du blé, d'habitude, je fais des apports, je me presse pas du tout pour le premier apport d'azote, parce que les terres n'étant plus, on va dire, en mode reconversion, à son mode ça fonctionne bien, et la- le fonctionnement de la vie du sol, la fertilité, fait que mes cultures n'ont pas faim du tout en sortie hiver, alors que ce n'était pas le cas les premières années. Les premières années en agriculture de conservation, on crée des fins d'azote quelque part, enfin des fins et des besoins d'azote pour le sol. Si je prends mon cas, par exemple, les conduites précédentes de ces parcelles, c'était du travail du sol, en TCS plus ou moins profond, et surtout du labour, avec blé, tournesol, en gros, où il y avait de l'orge, peut-être de temps en temps, avec exportation des pailles. Et la gestion de l'azote, c'était, j'imagine, à peu près correct, mais sans surplus, quoi. Là-dessus, je peux pas juger. Mais en gros, ben, il y avait du travail du sol, il y avait de l'exportation de résidus, il n'y avait pas d'apport extérieur. Donc en fait, les besoins en azote pour le sol, pour la vie du sol, pour la plante, n'étaient pas forcément très importants. On a tendance à taper dans le stock de matière organique, à faire de la minéralisation, à dégrader la matière organique pour nourrir tout ça, et on exportait. Donc le fait d'exporter, on ne mobilisait pas d'azote pour dégrader les résidus de culture. Quand je me suis installé, on a fait basculer, on a mis les curseurs complètement dans l'autre sens. Réduction forte et rapide du travail du sol, donc on diminue la minéralisation. On garde tous les résidus de culture, donc le blé, le colza, ben, ça c'est des résidus, on apporte pas mal de résidus de culture, des fois de temps en temps il y avait du maïs. Le tournesol, c'est pas du tout le cas, mais blé, colza, on laisse beaucoup à manger, et de temps en temps le maïs. Donc là, on mobilise de l'azote, donc on minéralise moins par le non-travail du sol, et on en mobilise plus à la fois par la restitution permanente et intégrale des résidus de culture, par les couverts d'interculture qui sont soit plaqués au sol, soit broyés. Les quelques premières années, de temps en temps, c'était mulché, avant les cultures de printemps. Donc là, on mobilisait, on faisait un peu de minéralisation. Donc à la fois, on faisait de la minéralisation, mais il nous fallait de l'azote pour stocker le carbone. Donc ça, il n'y a même plus de travail du sol comme ça là-dessus. Et dernier point, on vient épandre, vous avez vu la vidéo, sur du déchet vert broyé. Donc là, qui est très consommateur d'azote aussi. Donc là, résidus de culture mis, couvert, déchets verts, réduction ou annulation du travail du sol. Donc ces quatre éléments qui sont venus augmenter le besoin en azote. Donc les premières années, j'ai augmenté les apports. Euh, donc je faisais du plus 30 à plus 40 unités sur céréales et sur colza. Et c'était pas pour la culture, c'était bien pour le sol. Et il fallait vraiment pas mettre moins. C'est-à-dire pour 50, 50, 55 quintaux de blé, j'étais autour des 180 unités d'azote au moins.
colza pour 30-32 carataux, j'étais plutôt à 180, 200 on va dire. Puisqu'en plus le compost de déchets verts est souvent mis avant de colza et avant tournesol. Euh, donc tout ça pour dire que les premières années, je devais apporter plus d'azote et il faut le faire. C'est une erreur qui peut être commise des fois de vouloir réduire l'azote, ne pas l'augmenter ou la réduire. Ça peut être une erreur. Mais là encore, c'est du cas par cas, selon le taux de matière organique d'origine des sols, la gestion des flux des résidus de culture, est-ce qu'il y a des apports extérieurs. Donc il y a plein de choses à faire. Donc si on devait établir un conseil, il faudrait vraiment étudier exploitation par exploitation. Cette partie-là est passée, on va dire, ça c'est durant les premières années. On est rendu à la 7e année. Maintenant, ça se passe assez bien. C'est-à-dire au début, je voyais que les cultures, les blés avaient faim en sortie hiver. Donc le premier apport était vraiment important et il fallait pas qu'il soit faible. C'est-à-dire que quand vous apportiez 30 unités d'azote en premier apport assez tôt dans un blé de colza et qu'il y avait un mulch de résidus de colza, quand vous apportiez de l'azote là-dessus, ça servait assez peu pour le blé, ça servait surtout pour la vie du sol, pour, euh, pour dégrader le carbone qui était sur l'horizon de surface. Alors, on pourrait faire une aparté rapide sur la fertilocalisée, qui dans ce cas-là est d'une aide assez importante, chose qui était fait systématiquement au début, moi, avec du 14-48 dans la ligne. J'ai déjà dû vous en parler, je pourrais refaire un sujet dessus, où je fertilisais systématiquement toutes les cultures au 14-48, vous pouvez faire ça au 18-46 aussi, peu importe, mais justement pour venir vraiment soutenir les premières années dans la ligne en azote et phosphore, la culture, au détriment, on va dire, au détriment de la vie du sol, mais pour éviter d'épandre en plein. Voilà, donc ça peut être, moi je mettais les deux leviers parce que c'était nécessaire, mais voilà, on pourra en reparler plus tard. Donc, je m'égare, non je m'égare pas. Le blé, donc cette zone-là, cette période est passée, mais ces céréales n'ont plus du tout faim en sortie hiver, elles sont souvent un vert relativement soutenu et qui rassure bien le paysan. Donc j'ai plus du tout de fin d'azote en sortie hiver. Donc j'avais plutôt tendance à retarder un peu le premier apport. Et après, par contre, je faisais 2 fois 75 unités, on va dire fin février, début mars, et mi-mars, fin mars, un truc dans le genre. Et on va dire autour du 20 mars, avant fin mars, l'azote était soldé. Plus de troisième apport d'azote était effectué. Donc ça, c'était en comparaison avec moi-même. Pendant 3 ans, je gardais des parcelles en 3 apports pour comparer le rendement et la qualité du blé, donc le, le poids spécifique, protéines par exemple. Et je n'observais aucune différence entre 2 et 3 apports. Ce qui s'explique souvent en agriculture régénérative, régénératrice, ACS, vous appelez, enfin, c'est pénible d'avoir plusieurs noms. En fait, parce que on décale un peu les pics de minéralisation du sol, il y a un peu plus de minéralisation un peu plus tardive, on en a un peu moins sorti vert, mais c'est plus un peu plus décalé dans le temps. C'est ce qui fait, c'est pas mal pour les cultures de printemps, mais des cultures qui ont des besoins un peu précoces comme le colza, c'est un peu plus, il faut compenser au début. Et le blé, donc on se retrouve avec des blés qui ont facilement de la protéine sans troisième apport. Et je crois que j'ai des collègues qui ils peuvent difficilement faire maintenant de l'orge brassicole à cause de ça d'ailleurs, parce qu'il y a une grosse fertilité de sol qui arrive assez tardivement, et donc les taux de protéines sont assez hauts. Donc c'est ce qui fait que moi-même je fais plus de troisième apport, je faisais tout en 2 apports, sans différence sur le résultat du blé. Donc ça, c'est ce que je vous aurais dit les années passées. Et comme en agriculture, il faut toujours apprendre à s'adapter à l'ensemble des paramètres avec lesquels on travaille, donc les conditions de marché et la météo, surtout cette année. Donc là, j'ai regardé hier, par exemple, en pluvio, depuis mi-octobre, on est rendu à 850 mm à peu près. Je me trouve peut-être le graphique là, on verra. Et donc, qui dit beaucoup d'eau, dit que tous les éléments qui ne peuvent pas être retenus par la CUC du sol, qu'on le veuille ou non, il y a une partie qui descend en terre. Et au début avec du blé qui se nourrit dans les premiers centimètres de sol, surtout avec des semis tardifs, donc qui ont des enracinements pénalisés par la date de semis, mais aussi par l'excès d'eau qui a limité la pousse de la plante. L'ensoleillement, on a eu des ensoleillements les plus faibles qu'on ait jamais eu en mois de février. Paradoxalement, c'est un des plus chauds, mais c'est celui qui a le moins d'ensoleillement.
Donc on se retrouve avec des sols qui sont vidés dans l'horizon superficiel de certains éléments. Dans les premiers, il y a l'azote, le soufre, le bore, et puis après j'en passe. Donc cette année, on avait beau avoir soi-disant un mois de février euh, chaud, doux, même s'il n'y avait pas beaucoup de lumière, niveau minéralisation, ça pouvait pêcher. Et moi, je l'ai bien vu selon les précédents. C'est-à-dire que derrière un précédent colza où il y a beaucoup de résidus de culture, le sol est protégé de la pluie, il y a des résidus de culture pour alimenter la vie du sol. Donc les blés de colza, il n'y avait pas de souci en fait, il n'y a pas de souci particulier euh, sur la nutrition du blé. Par contre, en précédent tournesol, eh ben là, c'était pas la même chose. Pourtant, avant le tournesol, il y avait un couvert de févrole poivès, tournesol fait au striptil. Et j'essaierai de vous mettre encore une photo ici. Dans la même parcelle, j'avais précédent tournesol, précédent colza. C'était à couper au couteau. La différence, le précédent tournesol a bien vidé le sol et un sol moins protégé, il y a moins à manger pour la vie du sol, je vous disais, contrairement au précédent colza. Donc là, cette année, eh ben, j'ai fait le choix de passer 30 unités d'azote assez tôt. Et au début, je voulais faire une parcelle témoin où je le faisais, et puis le reste, je le faisais pas. Et quand je voyais la couleur de mes blés de tournesol par rapport aux autres blés, aux autres types de céréales, je me suis dit, non, là, tu revois ta stratégie, tu fais 30 unités. Quand j'ai fait ça, en fait, j'ai fait 30 unités d'azote quasiment sur les orges et sur le blé dur aussi. Et donc, cette année, ben, je me suis dit, je vais changer ma façon de faire. Je vais faire 30 unités en mode biberonnage, c'est-à-dire au lieu de faire 2 fois 75, cette année, le potentiel de rendement risque d'être vraiment en dessous. Donc, au lieu de faire 150 unités d'azote, donc je vise 55 quintaux à peu près, ben, on va partir sur moins, peut-être 120, 130 unités, quelque chose comme ça. Mais je vais saucissonner en 30 unités d'azote. On le voit, on a des périodes de pluie très importantes. C'est-à-dire chaque fois, on se prend du 100, 150 mm, 80. Donc je ne me vois pas mettre en ce moment des grosses quantités d'azote dans des sols qui sont déjà remplis d'eau. Je ne me vois pas mettre 75 unités comme je fais d'habitude, surtout sur des cultures peu développées. Donc cette année, je préfère adopter une façon de faire plus sécuritaire. Donc je mets 30 unités, je laisse passer les périodes de pluie, puis 3 semaines après, re-30. Voilà. Donc là, j'ai fait en fin de semaine dernière, j'ai soldé l'azote sur tous les colzas. Et donc, je reviendrai après pour le colza. Et pour le tournesol, pas pour le tournesol, pour le blé, j'ai fait un deuxième apport de 30 unités pour arriver à 60. Euh, j'ai fait un short qui en parle de ça. Soit je mettrai le lien ou je vais mettre une photo. Là, on va dire que la photo arrive là, pendant que je vous parle. Ici, c'est le témoin sans les 30 unités apportées précocement. Alors, on nous dit certains fournisseurs de contenu ou autres conseillers dit qu'il ne faut surtout pas se presser. Et bien cette année, il fallait vraiment se presser pour ce type de précédent. Normalement, on doit bien voir la limite. Et pour m'être bien arrêté dans le champ, regardez les biomasses arrachées des pieds de blé. Ce n'est pas du tout qu'une question de couleur, c'est une réelle différence de développement du pied. Cette année, il fallait vraiment accompagner les cultures dans des sols qui étaient vidés par endroits à cause de la pluie. Donc, il y avait un réel besoin de venir en nutrition azotée, pas des grandes quantités, parce que c'est pas forcément la meilleure valorisation à ce moment-là, mais il en fallait. Donc, j'avais estimé que 30 unités, c'était bien à l'époque, et je suis satisfait du choix, et aujourd'hui, c'était clairement gagnant de faire comme ça. Et je le répète, ce n'était pas qu'une couleur de céréales, il y a un vrai impact sur le développement de la plante. Donc là, j'ai fait le deuxième apport de 30 pour monter à 60 unités partout. Et puis on va saucissonner comme ça, puis je vais m'adapter selon la météo, l'observation de la culture. Et puis à côté, je vais venir, je pense, peut-être biberonner avec des acides aminés et des oligos. On en parlera peut-être une autre fois. Bon, là, ça fait déjà quasiment 20 minutes de vidéo, je crois. On va essayer d'accélérer. On va parler de la partie colza. Donc le colza, pareil, faites assez attention sur les conseils en fertilisation azotée pour les gens qui s'engagent vraiment à faire du colza en ACS, c'est-à-dire sans travail du sol. Euh, la dynamique du colza est une culture où il faut vraiment adapter sa conduite de l'azote parce qu'il y a une grosse différence. C'est-à-dire que le fait de ne pas faire de déchômage et de travail du sol l'été,
Alors ça a des très gros avantages car on ne vient pas mélanger le mulch de paille dans l'horizon, on va pousser le colza, donc on peut avoir plus facilement une graine mise en terre. Enfin, il y a plein de bénéfices, mais on va pas en parler là parce que c'est bon. Euh, le fait de ne pas venir faire de déchômage, on ne va pas voir de minéralisation, on va dire, sur la période octobre, quand on a encore des bonnes températures. Alors cette année, on avait des températures de fou d'ailleurs au mois d'octobre, très sec même, et au moment où la pluie arrivait, les sols étaient très chauds, la pluie arrivait, et donc là, la minéralisation a explosé. Donc je peux faire une aparté sur les couverts. C'était très important d'avoir des couverts présents là. Donc pareil, il y a des gens qui disent: ah, c'est une connerie de faire des couverts d'été, gna gna gna, on fait que les couverts d'hiver. Sauf qu'un couvert d'hiver se met fin septembre dans le sec, ou qui était, le sol est encore sec, ou des plantules comme ça, n'étaient pas du tout capables d'absorber des pics de minéralisation de plus de 100 unités, à mon avis, qu'on a eu, dans des sols très secs, mais très chauds. Pendant octobre, ça a minéralisé un truc de fou, et on l'a vu d'ailleurs, les couverts d'été, la plus grosse pousse a été en octobre et début novembre. Ils ont absorbé une quantité phénoménale de nutriments cette période-là. Et c'était bien couvert. C'était bien une question à l'époque d'un couvert bien implanté, bien poussant, qui a pu absorber toute cette minéralisation. Si c'était un petit couvert fait comme ça, là, et en déchômage, avec du travail du sol, c'est là qu'il y a eu le plus de pertes d'azote. Et on va pas me dire que c'est ceux-là qui ont bien protégé les sols. Donc, enfin bref, c'est encore une aparté. Mais bon, il y a des donneurs de leçons des fois qui m'agacent un peu. Pardon, je reviens au colza. Donc, adapter l'afflux de fertilité du sol. Donc, quand on sème du colza en semi-direct, alors là, ce que je vais dire, c'est vraiment sur la partie semi-direct, c'est pas sur la partie strip-till, parce que le strip-till, c'est pas du semi-direct, en fait. Euh, on cumule les avantages de deux techniques avec quelques défauts, mais c'est-à-dire que sur la partie semi-direct, en fait, la partie strip-till, pardon, le fait de venir strip-tiller une petite bande à l'endroit où on va planter le colza, ça vous fait beaucoup de minéralisation de manière très localisée, c'est-à-dire qu'on ne touche pas à l'interrang, il n'y a pas plus d'azote sur l'interrang, on garde la portance, on garde l'ensalissement, on garde tous les bénéfices du semi-direct. Et sur la ligne de strip hill, par contre, on a une dynamique de pousse qui est supérieure à du TCS d'ailleurs. C'est plutôt du TCS lourd, on va dire à 15 cm, ou du labour, ce genre de choses, peut-être pas du labour, mais quelqu'un qui ferait du TCS à 15 cm, ben là on peut avoir un colza qui pousse, qui a une dynamique de pousse bien supérieure à du semi-direct et concentré sur la ligne. Donc la gestion de de la fertilisation d'un colza comme ça, on va dire, n'a pas besoin d'être beaucoup modifiée par rapport à une conduite de travail du sol. Par contre, sur la partie semi-directe, on vient fortement réduire le travail du sol, de manière plus... la plupart des semoirs ne touchent pas à plus de 4-5 cm. Je gratte un peu plus profond avec mon semoir à dents, donc c'est un peu moins pire, on va dire, sur la flux de fertilité, mais quand même, donc sur du colza, en SD, on le sait maintenant aujourd'hui, il faut venir mettre 30-40 unités d'azote à la fin de l'été, début en automne, et c'est assez important, on va dire, même primordial. Ça, c'est ce qui c'est ce qui permet au colza de ne pas avoir de pause dans la croissance courant de l'hiver par rapport à un colza travail du sol, parce que sinon en SD, il aura vite fait d'épuiser les réserves on va dire début novembre, si ça se trouve, en entrée d'hiver, il y a un moment, il y aura une pause, un repos végétatif, les pieds peuvent rougir, et c'est là que les ennuis arrivent, d'insectes principalement. Et donc, si on est obligé de compenser avec des insecticides, personnellement, je préfère mettre 30-40 unités d'azote et supprimer les insecticides. Au niveau environnement, je préfère comme ça, au niveau sanitaire, ainsi de suite. Ça m'est arrivé la première année de ne pas le faire. Ah ben, j'ai vu la différence. Il m'a manqué 6 quintaux à cause de ça. Donc maintenant, c'est systématique, même si ils paraissent relativement jolis cette période-là, je passe en systématique. Et c'est une des clés de la réussite du colza en semi-direct. On reporte 30-40 unités d'azote qu'on mettra pas en sortie hiver, mais on le met là. Voilà. Et la fertilocalisée peut être une aide précieuse aussi, c'est ce que j'ai fait pendant de nombreuses années. Et depuis cette année, j'ai arrêté la fertilocalisée. J'ai remplacé par de l'organique. Alors, vous pouvez mettre soit des fientes de poule ou du lisier de porc face solide, j'ai mis cette année aussi. Ça dépend des parcelles. Euh, il y a les deux cas de figure. Là, le colza adore par contre. Donc, j'ai préféré limiter le minéral et augmenter l'organique. Parce que l'organique sur un colza, ben, je ne vais pas vous apprendre, hein. Il y a peut-être tas de producteurs de colza qui sont bien meilleurs que moi. On sait que le colza reste pendant 11 mois en terre, ça a besoin d'une minéralisation,
une biodisponibilité des éléments sur le long terme. Et l'organique, c'est super. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un retour d'eau et de chaud, le croisement des deux, ça fait quelque chose de super. Et on a beaucoup moins de pertes par lessivage ou autre. Donc voilà, donc il y avait, je pense, à brosser à peu près le tour. On doit être à plus de 20-22 minutes peut-être de vidéo. Donc je voulais vous rappeler, redonner un peu mon avis sur ces différentes choses-là. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire. Faudrait passer beaucoup de temps pour chaque culture à adapter. Mais voilà, je voulais vraiment recontextualiser les propos des uns et des autres. Donc si je devais faire un rapide récapitulatif, prenant en compte la situation géographique, est-ce que la personne est réellement en ACS ou pas? Quand elle dit que, regardez, je fais ça et j'ai pas besoin, et ainsi de suite, c'est quelle ancienneté ça joue par rapport si la personne est en début de phase ou une fois qu'elle a passé les 5-6 ans. Est-ce qu'il y a une réelle réduction, enfin, arrêt du travail du sol pour l'implantation des cultures au niveau de la rotation, ça joue beaucoup. Alors, c'est pas une critique, ça me dérange pas du tout que la personne continue à faire des cultures en TCS, ainsi de suite. Chacun travaille comme il veut, mais simplement qu'il faut pas dire, regardez, je fertilise comme ça, je suis en ACS ou autre, s'il y a eu du déchômage ou du cover crop ou ce que vous voulez avant le semis de la culture, ça aura un impact. Donc, ça modifie le cadre de la parcelle de la personne. Donc, situation géographique, système de culture, l'année. Cette année, il faut savoir s'adapter. Et la forme de la zone, vous faites comme vous voulez, chacun fait comme il veut, chacun est maître chez lui et connaît ses facteurs de production. Voilà, vous travaillez avec la forme que vous voulez. Bon, je voulais dire d'autres choses, on va arrêter là, sinon ça va être déjà assez indigeste. On verra le nombre de personnes qui restent à la fin de la vidéo. Et je vous dis à bientôt, salut. Ça, c'est une des plus belles parcelles cette année. En manque, il n'y a que cette zone-là. On va mettre colza là-dedans. J'aime pas parce qu'on voit, voilà, on voit pas sur la vidéo, mais il reste toutes les cannes debout et il y a quelques datura aussi qui ont réussi à pousser cet été. Donc j'aime pas parce que c'est pas clean visuellement plat comme c'est d'habitude. Mais bon, pour l'année, il faut accepter.